des vies et des hommes. Isabelle Rupin. En cette semaine où le 8 mai nous invite à célébrer la victoire des Alliés, je vous propose une rediffusion de l'interview de Lili Lenniel, rescapée des camps de la mort, et notamment du camp de Ravensbrück, libéré il y a 80 ans, le 30 avril 1945. Lili Lenniel, qui a publié ses mémoires en 2021 sous le titre « Et nous sommes revenus seuls », sera à l'huisserie le mardi 13 mai à l'espace du Maine à 19 h. Tout renseignement sur le site de la Vigie Mémorial qui organise cette rencontre ouverte à tous. Et maintenant, je vous laisse avec Lili Lenniel. C'est un témoignage particulièrement émouvant et intense que va nous délivrer notre invitée de ce jour. Lili Lenniel, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes née en 1932 dans le nord de la France, où vos parents s'étaient réfugiés pour fuir les persécutions antisémites de la Hongrie, leur pays. Joseph Rosenberg et Charlotte Keller, c'était le nom de vos parents? C'est cela. Mes parents sont venus de Budapest dans les années 20 parce qu'il y avait déjà de l'antisémitisme en Hongrie. Ils souhaitaient venir en France, le pays, vous savez comme on dit chez nous, où coule le miel, le pays des droits de l'homme. C'est là qu'ils voulaient mettre leurs enfants au monde. Donc mes frères et moi-même sommes nés dans le Nord. Mais malheureusement, votre famille a été rattrapée par les persécutions nazies, enfin antisémites. C'est certain. Vous savez, nous avons été cachés quelque temps par une famille exceptionnelle, la famille du prêtre. Nous habitions Roubaix, à l'époque tout au nord, près de Lille, et le curé de la paroisse Saint-Antoine, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, avait proposé de nous cacher tous trois. Vous savez, l'on voyait défiler chez nous, à Roubaix, les nazis casqués, beauté, le fusil à l'épaule, ça nous effrayait terriblement. Mais les parents auprès de nous nous réconfortaient. Nous ne nous rendions pas encore compte de ce qui allait suivre. Et puis, nous avons été cachés par cette famille exceptionnelle, chaque enfant dans une famille différente, le frère, la sœur du curé. Et puis, nos parents, à un moment donné, se sont imaginés qu'il n'y avait plus de risque, nous ont fait rentrer à la maison et très vite, toute la famille, après, a été arrêtée le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée en moi à tout jamais parce que c'était le jour anniversaire de maman. Nous avions fait de beaux dessins, les enfants. Papa va acheter un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort. C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambourinaient au pas. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandons ce qui se passait. Vous savez, c'était terrible. Ces soldats criaient en allemand « Schnell, los, dépêchez-vous, il fallait ramasser ce qu'on n'avait plus précieux. » Mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Toutes ces années après, ça fait donc 80 ans quasiment après, le souvenir est encore très très présent en vous. C'est certain, jamais on ne pourra oublier cela. Vous savez, nous vivons comme cela, apparemment, extérieurement, une vie comme n'importe. Mais il reste ce passé qui est en nous à jamais. Jamais on ne pourra oublier ces horreurs. Donc, nous avons été arrêtés. L'on nous a menés à la prison de Los, qui se trouvait près de Lille. Nous avons tout de suite été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman, les 3 petits-enfants dans une autre. Et nous nous demandions, nous, les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison? Qu'avions-nous fait? Puis l'on nous a menés dans une autre prison, en Belgique, la prison Saint-Gilles, à Bruxelles. Vous savez, les déportés du Nord et du Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. Donc, nous ne sommes restés également que très peu de temps dans cette seconde prison. Puis, on nous a menés dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique,
qui s'appelle Malines. Malines en Belgique est l'équivalent de Drancy en France. Dans ce camp, bien entendu, il y avait des SS allemands, bien sûr, mais également des SS flamands. Ah, c'était terrible, vous savez, nous avions si peur. Et puis, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Nous, il fallait chaque jour s'allonger. Et ils faisaient le contrôle des pieds. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des engelures, des crevasses. Ils recevaient des coups de fouet et devaient aller à l'extérieur en pleine bise, se laver à l'eau froide bien entendu, et parfois il poussait le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Oui, puisque vous avez été ensuite transféré, alors votre père à Buchenwald, et vous apprendrez après qu'il a été fusillé juste en 1945, quelques jours avant la libération du camp. Et vous, vos frères et votre maman, vous avez été dirigés vers Ravensbrück. Exactement. Vous voyez, sur le quai de la gare, où il y avait des wagons à bestiaux, c'est de cette façon-là que voyageaient toujours les... Oui, ce sont les images qu'on a, effectivement. Ouais, en wagon à bestiaux. Et vous savez, il y avait un tel branle-bas, une telle peur, des cris, des gémissements, les chiens qui aboyaient, les nazis qui hurlaient. Tout le monde était effrayé, perdu. Nous ne nous sommes même pas rendus compte tout de suite que papa n'était plus avec nous. Ce n'est qu'une fois installés dans le wagon à bestiaux, maman et les 3 enfants, que nous avons dit papa n'est pas là. Et nous n'avons appris que bien plus tard, pratiquement à la fin, que lui avait été transporté dans le camp pour hommes à Buchenwald, et qui était un camp réputé très dur. Les hommes crevaient de faim, travaillaient péniblement, et papa avait tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs qu'ils emmenèrent hors du camp. Tout le groupe a été mitraillé. Comment est-ce que vous avez appris ça par des personnes qui étaient dans le camp aussi et qui ont connu votre papa? Nous l'avons appris à notre retour par d'autres déportés qui étaient également à Buchenwald. Mais nous, vous savez, nous les 3 enfants et maman, nous avons atterri au camp de Ravensbrück, le camp pour femmes. Vous savez, il y avait beaucoup de résistantes à Ravensbrück, et nous étions donc avec maman, mais chaque jour, elle partait à l'Arbeit très tôt le matin, et nous, les 3 petits-enfants, restions seuls dans le camp. Nous avions toujours très peur. Je dis aux élèves quand je témoigne, pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Vous savez, dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants, dressés pour attaquer. Je reste traumatisée par ces chiens. Oui, on peut le comprendre. Donc vous avez vécu toutes ces années à Ravensbrück, finalement terré dans un camp. Exactement. Terré, c'est le mot qui convient. Nous ne commencions à revivre, à respirer que le soir, au retour de maman de l'Arbeit du travail. Là, maman était exceptionnelle. C'est grâce à elle, vous savez, que nous avons tenu, que nous sommes revenus. Sans maman, je suis persuadée qu'aucun de nous 3 ne serait rentré. Vous savez, mon frère Robert n'avait que 9 ans et demi. Moi, je venais tout juste d'avoir 11 ans, et le tout petit André, 3 ans et demi. Donc, c'était très dur. Nous crevions de faim à Ravensbrück en plus. Nous avions très froid également. Nous n'avions rien pour nous protéger. Mais surtout, voilà, je parle quand je témoigne de la peur constante, épouvantable de vivre ainsi cachés, des ombres, nous n'osions nous montrer. Nous sommes restés à Ravensbrück depuis décembre 1943 jusque début février 1945. Là,
on a rassemblé quelques blocs sur la place du camp et nous sommes à nouveau arrivés dans une gare. En cours de route, nous nous sommes arrêtés, tous descendus de ces wagons et nous avons poursuivi le trajet en camion. Mais vous savez, lors de notre arrêt, il y avait une odeur pestilentielle. Ce n'est que bien plus tard, en arrivant tant bien que mal dans un endroit terrible. Vous savez qu'on a appelé le camp de la mort lente. Donc c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait cette épidémie de typhus. Je me souviens qu'en arrivant, il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Et un SS nous a poussés dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait même plus de chalis. Vous savez, comme dans les autres camps, ces étroites couchettes en bois munies d'une paillasse, il y a 3 étages. Là, il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous, il y avait de grands malades, il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts, dans une puanteur atroce. Et c'est en allant à l'appel que nous avons appris que c'était le terrible camp de Bergen-Belsen où il y avait une épidémie de typhus, ce qui expliquait ces cadavres. Typhus que votre maman a attrapé. Quelque temps après, en avril, pareil, 45, le camp a été libéré par l'armée britannique. Donc vous, les 3 enfants, vous êtes rentrés. Effectivement, maman a très vite contracté le typhus, elle fut emmenée à l'hôpital. On appelait cela le révire. Et vous savez, pour nous, les 3 enfants, sans maman, nous étions vraiment perdus. Et cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte et ce sont des soldats, les Anglais, qui sont entrés, qui venaient de nous libérer le 15 avril 1945. Et je vois encore l'effroi dans les yeux des soldats. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'osant s'approcher de nous. Ils étaient terrifiés de voir tous ces pauvres êtres affalés sur le sol, mélangés vivants et morts. Et puis ensuite, ils ont commencé à distribuer de la nourriture, et je revois encore les grands pains de campagne ronds. Et nous ne pouvions plus manger, à force de nous priver pendant tant de mois, près de 2 ans. Nous n'avions plus très faim, et ces pains nous servaient d'oreiller. Mais d'autres déportés, affamés, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé ce que donnaient les Anglais. Et vous savez que c'est au moment de la libération qu'il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre. Puis les Anglais se sont occupés des malades. Bien sûr, maman fut emmenée à l'hôpital. Et pour nous, rester seuls sans maman, nous étions perdus. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. On nous a mis par nationalité. Et un jour, le grand jour est arrivé. Nous quittions Bergen-Belsen, sans maman, bien entendu. Toute cette nourriture qu'on ne pouvait avaler, avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons, y avions entassé cette nourriture confectionnée, un ballot que Robert portait le jour du départ. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable, ne savait plus marcher. Oui, il avait 7 ans à peu près à l'époque. 5 ans seulement. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions tellement faibles, malades, qu'à un moment donné, il a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. Et bien sûr, nous sommes revenus en France seuls. Nous avons atterri à l'hôtel Lutetia. Mais vous savez, quand les élèves me posent la question, vous étiez heureux? Bien sûr que nous étions contents d'être en France et d'être libres. Mais en même temps, nous étions si tristes. Vous savez, maman, on l'avait quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles à ce moment-là. Donc, on se disait, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Et puis ces 2 années en camp,
doivent vous rendre un peu hébété. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais Effectivement, c'est vraiment le bon terme, parce que je voyais, moi l'aîné, toutes ces autres déportées, heureuses, les familles venant les chercher, les emmener chez elles. C'était des scènes si émouvantes. Ils s'embrassaient et pleuraient à la fois. Mais nous trois, personne n'était venu nous chercher. Et c'est la Croix-Rouge française qui nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Nous y étions bien, forcément. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours bien trop seuls. Et puis figurez-vous qu'un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Et c'est maman qui était là devant nous, d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous, les enfants. Nous sommes restés encore quelque temps, achevant de nous donner des forces, de nous soigner, mais nous ne pouvions rester indéfiniment. Nous sommes revenus dans le nord, avons retrouvé la maison, mais dans quel état? Tout avait été pillé, 100%, même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Et les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, mais chacun amenait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, des chaises, de la vaisselle. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Lily Léniel, c'est ça qui est un petit peu fascinant dans votre témoignage, c'est qu'à la fois vous pouvez témoigner de l'horreur et puis en même temps de la bonté d'autres personnes. Et du coup, je voudrais revenir sur le fait que vous avez mis beaucoup de temps à témoigner. Longtemps, ça a été un petit peu une chape de plomb, un silençant. C'est exact. Et vous savez, la plupart des déportés l'ont dit, nous ne pouvions pas en parler aussitôt à notre retour. Nous étions traumatisés par ces 2 années de souffrance. Et puis ce qui est pire, c'est que si de temps en temps l'on risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Et certains déportés n'ont jamais pu en parler. Ça peut se comprendre également. Mais est-ce que c'est aussi la tentation d'oublier pour pouvoir se reconstruire un peu? Peut-être, je ne saurais trop analyser cette peur déjà d'en parler, c'est certain, mais en même temps, c'est vrai que nous étions traumatisés et que voilà, en ce qui me concerne, je n'ai pas pu en parler tout de suite, c'était trop dur. Mais avec l'apparition des négationnistes, alors là, moi, il me fallait absolument rencontrer des jeunes pour expliquer ces horreurs. J'étais timide, vous savez, à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner. Peu au début, c'est pas si facile que ça de toujours témoigner, toujours se remémorer ce passé, que l'on ne peut oublier bien sûr, mais on voudrait faire une petite pause. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Vous savez, je suis débordée d'appels. Malheureusement, la plupart des déportés sont déjà décédés. Le peu qui reste sont très âgés, ne peuvent plus se déplacer. Moi-même, je ne suis plus si jeune. Vous savez, je vais avoir 91 ans, mais j'ai à cœur de témoigner. Vous savez, ces jeunes doivent savoir qu'il n'y a rien de plus terrible que la haine. C'est la haine qui amène les guerres. Et je leur dis, les enfants, il faut combattre le racisme, combattre également l'antisémitisme, qui malheureusement perdure. Et qui est une forme de racisme. Ah oui, ça c'est certain. Et donc, vous savez, ces élèves sont exceptionnels. Moi, ce sont mes petits messagers, comme je dis. Ils le comprennent si bien, ils me promettent que jamais ils n'oublieront et qu'à leur tour, ils en parleront. C'est absolument nécessaire. Vous savez, je leur dis, bientôt, il n'y aura plus un seul déporté. Je ne suis pas pressée, vous savez, de partir, mais il faut se rendre à l'évidence. Et je dis, vous, mes petits messagers, c'est vous qui ferez qu'il n'y ait plus de guerre, plus de haine.
Et vous en êtes capable d'éviter cela. J'ai même témoigné en Allemagne, en Belgique, et je me rends compte que partout les jeunes sont exceptionnels, décidés à être courageux, à ne pas laisser dire n'importe quoi, à être tolérants. Vous êtes capable d'éviter la guerre. Vous pouvez rétablir la paix dans le monde. J'y crois, moi. Vous savez, je leur dis, les enfants, moi j'ai confiance en vous, je sais que vous y arriverez. Votre témoignage est important aussi pour leur éviter de se laisser manipuler, parce qu'en fait, les Allemands, les futurs nazis, n'étaient pas des mauvaises gens au départ. C'était des jeunes comme tout le monde qui sans doute aspiraient un petit peu à la paix. Ils se sont laissés manipuler. Ça, c'est certain que c'est ainsi que ça s'est fait. Et vous voyez, on s'est dit, les déportés en rentrant, plus jamais cela. Et vous voyez, le mal est partout. Après tant de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais pensé que on réfléchirait pour que ça ne se reproduise plus. Et cependant, il y a le mal partout. Ce qui se passe là en Russie, en Ukraine, c'est épouvantable. Et dans le monde entier. En Birmanie, au Niger. Partout. Mais vous voyez, je ne peux m'empêcher de croire en la jeunesse. Je dis, eux feront. J'ai des milliers de lettres d'élèves prouvant leur intelligence, leur sensibilité. Ils sont capables, ils disent des choses merveilleuses. Certes, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, vous savez, dans les lettres. Ils sont des centaines parfois, et il y a un silence complet. Les enseignants sont étonnés, disent, ils sont si bruyants, on a du mal à les tenir tranquilles une vingtaine de minutes, et là, pendant 2 heures, ils ne bronchent pas. Ça prouve qu'ils sont intéressés. Vous savez, parfois, les élèves me disent, Madame, d'où tenez-vous cette force pour témoigner? Oui, parce que je témoigne, vous avez de la force, vous avez de la vigueur en vous, on le sent, vous avez un regard illuminé, magnifique. Et justement, je leur dis, c'est grâce à vous les jeunes que je tiens. Vous me donnez cette force exceptionnelle de pouvoir poursuivre. J'ai une mission à remplir. Et vous savez, je suis toujours debout pendant 2 heures avec bien du rouge à lèvres. Ça les fait sourire. Je leur dis, c'est ma dignité à moi. On a voulu nous abattre, nous les Juifs. 6 millions sont morts uniquement parce qu'ils étaient nés. Et j'ai cette chance d'avoir survécu. Et je veux conserver cette dignité que maman nous a. Vous savez, dans le camp à Ravensbrück, lorsqu'on se précipitait dans les vaches, l'endroit où l'on faisait un brin de toilette rapide dans un temps donné trop court, il y avait de la bousculade. Maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres parce qu'elle exigeait que nous fassions notre toilette. Parce qu'elle nous disait également, les enfants, on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, même plus de nom. Mais il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Et vous voyez, cette dignité, nous l'avons gardée, mes frères et moi, toute notre vie grâce à maman, et ça nous a servi. Et un petit élève m'avait demandé, Madame, jusqu'à quel âge vous avez l'intention de témoigner de la sorte? Et je lui ai répondu, au moins jusque 100 ans. Après, on verra. Donc, vous voyez, j'en approche, mais je tiendrai. Voilà, vous allez pouvoir délivrer encore beaucoup de messages et confier cette mission de paix à nos jeunes. Merci infiniment, Lili Léniel. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur vos témoignages, il y a plusieurs ouvrages où on peut retrouver. Alors, Je suis encore là, paru en 2017, et nous sommes revenus seuls en 2021. Oui, vous savez, les élèves me demandaient toujours au début, Madame, il faut écrire votre histoire, c'est intéressant. Et je leur répondais à l'époque, pourquoi écrire? Je viens en personne, c'est nettement mieux. Mais les enseignants m'ont fait comprendre, contrairement à ce que je pensais, que je n'étais pas éternelle, qu'il fallait donc laisser une trace. J'ai donc commencé à écrire tout d'abord pour les collégiens et lycéens. Le titre était fort à mes yeux, c'est « Je suis encore là ». On a voulu m'abattre, mais je suis là.
Ensuite, les enseignants du primaire m'ont dit, mais nous aussi, nous l'enseignons, la Seconde Guerre mondiale, aux petits. Il faut écrire pour eux. J'ai dit, d'accord. J'ai trouvé également un titre fort, c'est J'avais votre âge. Effectivement, je venais d'avoir 11 ans. Et ensuite, les éditions Plomb m'ont contacté me demandant si je voulais raconter mon récit. J'ai dit bien sûr. Donc les 3 livres parlent de la même chose, de la déportation, mais tous 3 abordés très différemment. Et vous savez, je t'aime. Mes livres, c'est sous mon nom de jeune fille. C'est sous ce nom-là que j'ai été déportée. Donc, Léniel est mon nom d'épouse auquel je tiens, bien entendu. Mais on me connaît aussi beaucoup sous le nom de Lily Keller, le nom de maman Rosenberg. J'ai mis maman en premier. Papa, c'est très important, bien entendu. Mais maman, c'est elle qui nous a sauvés, c'est elle qui nous a ramenés. Donc, Lily Keller Rosenberg. Un grand merci, Lily Léniel, Lily Keller-Rosenberg, d'être venue témoigner, d'avoir répondu à l'invitation du Mémorial des déportés de la Mayenne, qui vous a sollicité pour venir témoigner ce que vous avez fait auprès de nombreux jeunes et auprès du grand public. Donc un grand merci à vous. Un grand merci à vous aussi, madame. Je suis ravie d'être dans votre région. C'est vrai que j'en connais beaucoup des régions, mais je n'étais pas encore venue chez vous et c'était une lacune. Je suis toute heureuse de vous avoir rencontré et je repars forte à nouveau, décidée à continuer ma mission. Voilà, de transmettre votre force et votre foi en l'humanité. Ça, c'est certain. Je crois en l'être humain, moi, je crois. Et je dis, vous savez, quand je témoigne, parfois, les enfants sont très mélangés dans les établissements où je vais. Et je leur dis toujours, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences qui nous enrichissent. Merci infiniment. Merci à vous, madame. Encore un grand merci à Lily Léniel qui infatigablement, inlassablement poursuit ses témoignages. Et je rappelle donc qu'elle sera en Mayenne, à l'Huisserie très exactement, à l'Espace du Maine, le mardi 13 mai à 19 h, à la rencontre de tous ceux qui le souhaitent et à l'invitation de la Vigie mémoriale des déportés de Mayenne.